Merci. Nous avons maintenant un petit quart d'heure de questions-réponses. Il y a des thèmes qui seront abordés plus spécifiquement dans la deuxième partie, celle qui porte sur le rôle de la demande, ce qui porte aussi sur les questions de mesure, industrie, services. Donc gardez ces questions plutôt pour la deuxième partie, mais si vous voulez poser des questions, mais ça ne pose aucun problème, mais si vous voulez poser des questions sur tout autre sujet concernant rebond, renaissance, transformation. Vous n'avez pas donné de qualificatif, je remarque au passage. Merci de lever la main, de vous présenter et d'être concis. Dynamisme, dit Louis. Oui. Oui, bonsoir Xavier Ducolombier du groupe Solvay. Merci encore pour cette étude d'autant plus intéressante que ces questions d'énergie, nous les suivons de très près dans notre groupe. L'étude est très intéressante. J'aimerais tout de même revenir sur un point qu'a abordé Clara Guémard et que Louis Gallois a aussi abordé quand il a souligné la rapidité des phénomènes aux États-Unis. Il s'est tout de même passé quelque chose d'assez extraordinaire. C'est la capacité, la rapidité avec laquelle une industrie qui n'allait plus très bien aux États-Unis, qui est la chimie au sens général, pétrochimie, mais aussi la chimie de Laval, s'est redressée de façon aussi spectaculaire, et nous le pensons durable, parce que les investissements ne font pas des allers-retours comme ça, et que quand les mouvements ont eu lieu, ils y sont pour longtemps. Et la chimie est une industrie qui reste très capitalistique et intensive en énergie. Et alors, un autre élément dessus, c'est que le poids qu'avait cette industrie au sens large et qu'elle a aujourd'hui dans le PIB américain ne permet pas trop de mettre en face juste l'ensemble des autres secteurs pour lesquels l'énergie ne pèserait que 1% des coûts de production. Alors ensuite, il y a un deuxième facteur, Louis Gallois parlait des confiance. Imaginez en France que le coût de l'énergie, le prix à la pompe, mais chute et atteigne des niveaux ou du gaz à la maison, de l'électricité, de ceux auxquels ils sont arrivés aux États-Unis. Vous imaginez bien qu'en termes de facteurs de confiance et de relance à la demande, c'est très important. Donc cet élément-là, nous apprécions l'approche paradoxale pour remettre les choses en perspective, c'est très intéressant, comme par rapport à ces éléments-là, à tempérer. Merci. Merci de ce commentaire. Oui. Il y a un paradoxe, c'est que normalement, dans l'économie Adam Smith, et avantage comparatif, à partir du moment où l'énergie est beaucoup plus basse aux États-Unis, évidemment, le coût de l'énergie, l'industrie va aux États-Unis, mais il devrait y avoir un deuxième facteur, c'est qu'il devrait y avoir une certaine unification du prix de l'énergie. Parce que vendre son énergie à un prix X aux États-Unis ou à 3X en Europe devrait permettre d'assurer le transfert d'une partie de cette rente énergétique des États-Unis vers l'Europe. Pourquoi ça ne se fait pas? Parce qu'il y a une réglementation qui interdit aux Américains d'exporter l'énergie brute. Donc c'est bien un aspect réglementaire qui explique assez largement le fait qu'il y a deux marchés de l'énergie qui cohabitent sans fusion et sans effet d'équilibrage. Autre question? Là-bas, on peut. Sur l'histoire du gaz américain, il y a aussi eu une difficulté à obtenir des autorisations pour convertir des terminaux d'exportation. Donc on est vraiment dans la politique et de la réglementation. Oui. Oui, Philippe Charnès, Total. Non, simplement pour dire que vous avez dit, madame, que les investissements s'étaient arrêtés aux États-Unis. Ça n'est pas vrai. Donc, c'est-à-dire que l'activité a été à peu près diminuée par 2 et les investissements dans le non conventionnel depuis octobre 2014 ont diminué de 40%. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Américains ont un portefeuille de puits d'environ 110 000 puits
qui est extrêmement résistant par rapport même aux investissements qui ont diminué de moitié. Et donc certes, il y a un déclin de la croissance, mais la production de gaz et de pétrole américain, selon nos estimations, continuera de croître et ne pourrait diminuer qu'à l'horizon fin 2016 si les investissements continuent encore à diminuer de façon sensible. Je vous remercie de cette précision, mais quand je disais que ça s'était arrêté, pour moi, s'arrêter 50%, c'est vraiment une baisse très très brutale. Hein, donc merci de cette précision. Oui, mais simplement, c'est que cette baisse brutale des investissements n'a pas l'impact sur la production que l'on aurait pu, enfin qu'on annonçait, parce qu'effectivement, il y a des puits qui continuent à produire avec des queues de production très longues. Et donc, effectivement, il y a un ralentissement de la croissance, mais la production et de gaz et de pétrole sera nettement supérieure fin 2016 qu'elle était fin 2015. Vous avez raison de préciser ça, surtout que ça vient, cette baisse brutale du prix du pétrole, vient à un moment où il y avait énormément de projets d'investissement. Tout le monde avait des projets d'investissement partout dans le monde. Donc vous avez raison de préciser ça. Question suivante, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous lever pour qu'on puisse vous filmer, me dit-on, et prendre le micro pour qu'on puisse vous entendre. Dominique Végel, ex-professeur à l'Université de Paris, et conférencier à l'École centrale et à l'École polytechnique. Alors, je voulais remarquer une chose et demander à Mme Guémard de nous préciser si j'ai bien compris ou pas. On nous annonce une révolution dans l'aérospatiale, une révolution totale au point de vue technologique. On a eu les avions en toile renforcée en bambou, celui que pilotait mon parrain pendant la guerre de 14. 20 ou 30 ans après, on a eu les avions en alliage d'aluminium. Et depuis une trentaine d'années, nous avons les avions en matériaux composites. Voilà. Et je pense qu'on n'a rien vu encore parce que on nous annonce, et je vous demande de me préciser si c'est vrai, les réacteurs d'avion avec les aubes en composite. Qui seraient, ils sont déjà fabriqués et vendus. Voilà. Si je me permets sur ce point, les aubes de la soufflante sont en composite. C'est ça. Et actuellement, les aubes de turbine vont être en céramique. Et ce sont des céramiques très, très pointues qui ne sont pas encore totalement en point, mais sur lesquelles travaille en particulier Safran General Electric. C'est ça. Le nouveau moteur qui s'appelle le Lipix. D'accord, très bien. Et alors ça va vraiment révolutionner au point de vue prix, ça va diviser les prix. Ça améliore la performance, ça améliore le coût de l'énergie, enfin l'utilisation du carburant. Ça rend l'avion plus léger, plus silencieux, enfin tout, quoi. On me dit que les compagnies viennent pleurer auprès des constructeurs tellement elles sont convaincues que celles qui, dans quelques années, n'auront pas ces moteurs vont faire faillite. C'est une excellente affaire pour General Electric et Safran, comme ça va faire du renouvellement d'avions, de moteurs. Je me réjouis, un peu jaloux. Si. Enfin, Et donc ça se fait aux États-Unis, mais aussi en Europe. bien sûr. Les avions sont aussi en composite et tout Oui, ça, les avions des sont en céramiques, composite, il faudra tout changer, à la fois les avions, les moteurs, tout ça. Bien. Question, réaction suivante, commentaire. Également les titanes pour la partie chaude des turbos. C'est la même technologie. Et on l'a fait en Europe. Bien, nous sommes donc à l'école des mines, mais un débat sur l'industrie américaine, rebond ou renaissance. Merci. Question suivante, madame. Bonsoir, Geneviève Boucher. Vous avez évoqué un point qui était très important et qui était la difficulté que nous avions à faire le modèle bien connu de la relance par la demande parce que ça fait de l'importation. Et en fait, est-ce que le fait que la zone Europe n'est pas encore bien fabriquée, parce que par exemple nos importations, quand on mange des fraises espagnoles, c'est de l'importation. Donc, alors qu'en fait, ça nous va bien.
Et à différents autres endroits de l'exposé, j'ai eu l'impression que, encore une fois, sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres, c'est la lenteur avec laquelle l'Europe se structure qui pourrait être mise en cause. Je voulais savoir si vous aviez un point de vue. Louis, Thibault? Tout simplement sur la relance de la demande, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que la politique qui a été menée par la Fed, elle a permis de relancer la consommation de manière très rapide, de relancer l'investissement. Et la différence qu'il y a entre les États-Unis et l'Europe, évidemment, c'est que la France, elle n'a pas la main sur sa politique monétaire. Et évidemment, la réaction plus tardive de la BCE, elle a certainement expliqué que la consommation française ne soit pas repartie aussi rapidement. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Je crois qu'on peut dire aussi que si on regarde ce qui s'est passé en 2008, la baisse a été beaucoup plus brutale aux États-Unis et en Angleterre qu'en France, ou même qu'en Allemagne. La France est un pays qui est resté assez stable en termes de consommation. Et on peut voir qu'à travers toutes les crises, c'est toujours un peu la même chose qui se produit. C'est-à-dire qu'il y a un réajustement très brutal qui se fait aux États-Unis et en Angleterre, avec un redressement qui repart beaucoup plus rapidement qu'en France. Donc, mais pour répondre à votre question sur l'Europe, vous avez raison. Si on prend, Louis a évoqué la question de la réglementation énergétique. Ce qui est vrai, c'est que quand vous avez des politiques aussi disparates que la politique allemande ou que la politique française, pour ne citer que ces deux-là, en matière énergétique, vous avez du mal à avoir un marché qui soit coordonné et qui ait du sens. Ça, c'est exact. La deuxième chose, c'est que effectivement, la lenteur, pas simplement d'ailleurs des décisions européennes, mais la lenteur à l'intérieur des pays de réforme, et le nôtre en est sans doute un des champions du monde, la lenteur des réformes, même si elles vont dans le bon sens, est un élément de frein considérable à la croissance. Louis a aussi évoqué le fait qu'il y avait une question du dollar qui permettait une souplesse aux États-Unis qui n'existe pas en Europe. Nous, les Américains peuvent avoir la dette qu'ils veulent. Non, mais je voudrais seulement, même pas rebondir, surenchérir sur Clara. Je pense qu'on minore, il y a un petit bouquin que Poitrinal a fait sur le temps et qui me paraît absolument excellent parce qu'on minore non seulement l'effet du temps sur l'impact des réformes, mais sur le moral des gens. Quand on annonce une réforme et qu'on s'aperçoit que les décrets d'application paraissent 8 mois, 10 mois, parfois 1 an après la dite réforme, alors on a le coût politique... C'est rapide, là. Un an, c'est rapide. Oui. Non, sur un certain nombre de points, c'est... On a le coût politique de la réforme et on en voit les avantages que 2 ou 3 ans après. Je pense que comme le CICE... Alors, exemple ça a été voulu. Le CICE, c'était voulu. C'était voulu. Donc, c'est pas forcément un bon exemple. Tu as raison. Mais ça a été voulu, mais le fait est que le CICE a été décidé le 6 novembre 2012 et qu'il a commencé à être effectif aux entreprises en septembre 2014. Donc, on a vraiment des délais maximum et ça nuit à l'impact des réformes, c'est évident. Dernière question sur cette première partie, monsieur André Goron. Oui, bonjour. Je voudrais rebondir sur le problème de la demande. Je crois qu'il faut pas qu'on... On y reviendra tout à l'heure aussi. Oui, mais il ne faut pas qu'on ait de confusion. On n'est pas dans une relance de la demande par la voie budgétaire, comme on l'entend en France. Il y a 3 éléments qui ont conclu à la relance de la demande aux États-Unis. Le premier, c'est effectivement, comme l'a dit Clara Guimard tout à l'heure, la forte baisse du prix de l'essence qui a contribué à relancer l'automobile. Le deuxième, c'est la baisse du prix du logement, qui a été très forte et qui a été suite à la crise du subprime. Et aux États-Unis, c'est un élément tout à fait important dans le comportement des ménages. Puis il y a un troisième élément qu'on oublie régulièrement, c'est qu'aux États-Unis, les consommateurs sont sensibles à la bourse. Et la hausse de Wall Street est un élément tout à fait déterminant dans le comportement de consommation des ménages, parce que le crédit est en partie lié au comportement boursier. Et quand on essaye de comprendre ce que fait la Fed, ce qu'a fait la Fed depuis des années, c'est de relancer la bourse. C'est ça son sujet principal.
contrairement à ce que fait ici la BCE, qui n'a pas d'impact, qui ne cherche pas à relancer la bourse. Donc il y a un soutien à la bourse qui fait qu'il y a une dynamique interne de relance de la consommation et qui n'est pas du tout passée ni par la voie budgétaire ni par la voie fiscale. Merci de cette précision. Nous allons maintenant arrêter ce débat. Non, on l'entendra tout à l'heure. Excusez-moi, je tiens le temps dont vous avez parlé, dont vous avez souligné à quel point il était important. Et je crois que vous pouvez déjà remercier nos industriels qui vont devoir maintenant voguer vers d'autres horizons.